Ce soir, je passe la parole à Dr Hijisara pour la modération. À vous, Dr Hijisara. Bonsoir, Madame la Présidente. Bonsoir tout le monde. Eh ben, comme Dr Mchish vient de le dire, nous commençons une troisième session, Inch'Allah, concernant le post-Covid. Ce post-Covid qui s'annonce, à mon sens, assez chaud, parce que déjà, nous voyons pas mal de nos patients qui ont déjà passé la maladie, qui ont suivi un traitement, et nous commençons à vivre les problèmes du post-Covid, effectivement. Et ces problèmes sont multiples et variés. Donc, nous avons ce soir avec nous nos chers professeurs qui vont nous éclairer sur les domaines notamment pulmonaires, concernant la médecine interne, la gériatrie, avec professeur Ammar et avec professeur Wennes sur le plan psychique et psychoneurologique. Nous commençons avec professeur Adil Zegmout, qui est professeur de pneumologie au service de pneumologie de l'hôpital militaire Mohamed V. Professeur Zegmout, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends parfaitement. Donc, le problème pulmonaire est le problème qui domine, c'est l'atteinte la plus importante et qui pratiquement signe le diagnostic et l'évolution de cette maladie. Donc, oui, effectivement, puisque le poumon, c'est l'organe le plus fréquemment touché durant la phase aiguë. Donc, en post-Covid, il y a des symptômes qui persistent et on va voir plus de détails durant la présentation. Alors, vous avez la parole, professeur Zegmout, et merci d'être présent parmi nous. Donc, bonsoir tout le monde. Ça fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour parler d'un sujet qui s'impose de plus en plus en pratique médicale courante. C'est la prise en charge respiratoire des patients en post-Covid. C'est vrai qu'en début d'épidémie, les sociétés savantes se sont intéressées à définir la place des différents traitements de la prise en charge de la COVID-19 à la phase aiguë. Mais une fois on se demande comment suivre ces patients, à quel rythme, surtout si ces patients accusent des symptômes ou des anomalies biologiques ou radiologiques persistantes. Donc, la COVID-19, elle provoque une véritable atteinte systémique dans l'organisme. Le poumon est l'organe le plus fréquemment atteint à la phase aiguë de la maladie, mais il va y avoir également des atteintes du système cardiovasculaire, rénal, hépatique, neuropsychique, des atteintes cutanées, musculaires et du système immunitaire. Donc, les séquelles de la COVID-19 peuvent être schématiquement séparées en deux types. Donc, une atteinte organique à la phase aiguë non peu réversible, c'est le cas des séquelles comme la fibrose, l'insuffisance respiratoire chronique ou le déclin de la fonction respiratoire, ou des troubles complexes mal éthiques survenant quelques semaines après la guérison, dont l'origine et le devenir restent inconnus. C'est le cas des symptômes fonctionnels persistants, de la fatigue chronique ou l'impact psychologique. Donc, en post-Covid, on s'interroge s'il s'agit de malades apparemment sur l'épisode aigu pouvant nécessiter une convalescence prolongée, ou bien c'est des malades qui se plaignent de nouveaux symptômes après une période de rémission. Donc, je commence la présentation en partageant avec vous cette étude publiée dans l'European Respiratory Journal. Donc, cette étude, ce qui est intéressant, c'est qu'on demandait aux patients d'auto-évaluer leur état de santé. Et vous voyez entre la partie gauche, qui correspond à l'état avant la COVID-19, et à droite, leur état après la COVID-19. Et vous voyez la différence importante. Les 80% des patients qui considéraient qu'ils ont un bon état de santé avant, il n'y a que 7% après. Donc après la COVID. Avec les 2 tiers des patients qui considèrent
le tiers des patients qui considèrent qu'ils ont une altération modérée de leur état de santé et plus d'un quart qui considèrent qu'ils ont un état d'interdiction. Ces symptômes qui persistent à distance sont une réalité et on commence à les voir de plus en plus en consultation. On peut les intégrer dans ce qu'on appelle le post-Covid. Et si on essaie d'expliquer l'origine de ces symptômes, est-ce que c'est uniquement des séquelles? Est-ce que c'est lié à un effet de virus? Des symptômes post-viraux comme on peut l'avoir dans d'autres affections? La recherche est lancée sur ce sujet. Il faut bien tenir en compte de ces symptômes des patients qui ne vont pas forcément faire des formes sévères, mais qui peuvent persister et handicaper leur qualité de vie. Donc, les symptômes résiduels les plus décrits après une infection SARS-2, donc il y a la toux, la dyspnée, la fatigue, le wheezing, les douleurs thoraciques, l'oppression thoracique, les céphalées, symptômes comme altération de la qualité de sommeil, des symptômes ORL, diarrhée et des myalgies. Ça concerne les patients pris en charge en ambulatoire à 1 mois par rapport au début des symptômes et qui ont fait des symptômes légers ou modérés. Les patients ont repris leur état de santé habituel avec une médiane de 20 jours. 65,5% des patients n'ont retrouvé leur état de santé habituel qu'après 4 semaines. En termes de symptômes, à 1 mois, un symptôme persiste plus longtemps avec en premier lieu la fatigue. Donc ici, la fatigue, la dyspnée, la toux, mais également des maux de tête et des manifestations ORL. Et si on s'intéresse aux patients hospitalisés et qu'on regarde leurs symptômes qui persistent à 1 mois après la sortie de l'hospitalisation, cette étude italienne qui s'est intéressée sur 143 patients, dont 72 avaient une pneumonie, un séjour moyen de 13 jours. Certains patients avaient besoin d'interventions plus lourdes avec 15% de ventilation non invasive, 5% de ventilation invasive. Ces symptômes à 1 mois de la sortie se plaignent des mêmes types de symptômes, avec en premier lieu la fatigue, la dyspnée, les douleurs articulaires et les douleurs thoraciques. Donc, si on prend plus de recul, à 3 mois, il y a cette étude très intéressante qui a inclus les patients hospitalisés ou en ambulatoire. Donc, le diagnostic a été soit confirmé, soit suspecté cliniquement. On remarque les mêmes types de symptômes. La fatigue apparaît en premier lieu dans 87% des cas, la dyspnée dans 71% des cas, les céphalées dans 38% des cas, l'oppression thoracique dans 44% des cas, les thoraciques dans 36% des cas et la toux dans 29% des cas. Alors, comment il évolue ces symptômes avec le temps? On a quelques premiers éléments de réponse dans cette étude. Pour tous les symptômes lors du suivi, donc il y a une amélioration statistiquement significative de l'intensité maximale des symptômes au moment du suivi. Chez les patients qui souffrent d'une dyspnée persistante, donc les patients évalués plutôt juste après la suite de l'hôpital avaient tendance à avoir donc, des scores, des souffles plus élevés, ce qui suggère une tendance à l'amélioration avec le temps, dans la majorité des cas. La trajectoire de la toux et de la fatigue sont aussi représentées ici, avec une réduction moins significative que celle de la dyspnée et la qualité de sommeil. En ce qui concerne l'évolution des anomalies logiques, dans l'ensemble, malgré les anomalies significatives à la sortie, les résultats des tests sanguins étaient revenus à des niveaux normaux chez la majorité des patients de suivi. Cependant, on peut avoir une lymphopénie persistante dans 7% des cas, une CRP élevée dans 9% des cas, et des dimères persistantes élevées dans 30% des cas. À droite, on voit la courbe des dimères lors du suivi. Et on remarque qu'il y a aussi une tendance à baisser et à s'améliorer avec le temps. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire devant une dyspnée persistante après 3 mois? Je partage avec les recommandations de la Société de pneumologie de la langue française, donc dans son guide publié en novembre 2020. Donc, c'est qu'il faut faire un fonctionnaire respiratoire. Si pas d'étiologie, il faut penser à chercher une anémie, une maladie thrombobolique, une cause cardiaque, un déconditionnement qui est fréquent dans ces situations, un syndrome d'hyperventilation, une pathologie diaphragmatique qui reste de prévalence rare en rapport avec le Covid. Si le patient reste symptômatique après une évaluation respiratoire spécialisée, on peut proposer une réhabilitation respiratoire
C'est une intervention multidisciplinaire qui inclut un entraînement physique, une éducation et une thérapie comportementale. Donc, les volets de traitement sont personnalisés. L'essentiel, c'est que la prise en charge doit être globale, y compris psychologique. Donc, devant une toux persistante après 3 mois, donc, il est proposé d'éliminer les causes classiques de la toux chronique, les causes ORL, le reflux gastro-œsophagien et les causes iatrogènes. Par exemple, un patient qui développe une hypertension artérielle, qu'on va le mettre sous inhibiteur d'enzyme qui provoque une toux chronique. Donc, il faut creuser à l'interrogatoire à la recherche de médicaments qui peuvent donner comme effet indésirable la toux chronique. Donc, après, il faut chercher une hyperréactivité bronchique. Un point à signaler, c'est que parfois la toux peut être révélatrice d'un asthme qui existait avant, d'où l'intérêt d'un bon interrogatoire avec recherche d'un terrain prédisposant et des épisodes antérieurs similaires. Donc le traitement, c'est un traitement sympathique, donc les IPP en cas de reflux, une faible dose de psychothérapie ou des bronchodilatateurs en cas d'hyperréactivité bronchique ou d'asthme. Donc la fatigue prolongée, elle n'est pas surprenante. La fatigue, elle a été décrite après d'autres infections graves, notamment le SARS, le MERS. Et nos pneumologues, on sait que les patients qui développent une pneumonie communautaire acquise, ils développent une fatigue prolongée, surtout s'il avait un séjour où il était de soins intensifs ou après un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Donc pour les douleurs thoraciques, la priorité, c'est de séparer entre les douleurs musculo-squelettiques et les autres douleurs thoraciques spécifiques et les séparer des douleurs qui témoignent d'une urgence médicale comme les infections pulmonaires ou cardiovasculaires graves. D'où l'intérêt d'une anamnèse minutieuse, rechercher les antécédents et les facteurs de risque, un examen complet et des investigations pour guider la démarche diagnostique. Donc, en ce qui concerne les séquelles respiratoires, on peut les scinder en 3 catégories, les altérations fonctionnelles, les altérations morphologiques au scanner et la fibrose pulmonaire. Donc, quelle évolution attendue sur le plan fonctionnel à court, moyen et à terme? On a quelques données qui ont été publiées, des données à la sortie immédiate des patients d'une hospitalisation, avec bien sûr une liaison entre l'importance de retentissement fonctionnel et l'existence de pneumonie et sa sévérité. Donc, ici, on voit plus de syndrome restrictif. Donc, si on évalue la capacité pulmonaire totale, on voit plus de syndrome restrictif de groupe qui avait une pneumonie sévère par rapport au groupe qui avait une présentation initiale non sévère. Donc, il y a également une altération de la diffusion alvéolo-capillaire avec un DLCO plus bas chez nous qui avait une présentation initiale sévère par rapport à l'autre groupe. Et on remarque ici une réduction du périmètre de marche lors de tests de la marche de 6 minutes. Donc ici, uniquement 517 mètres chez le groupe qui avait une présentation initiale sévère par rapport à 573 mètres chez le groupe qui avait une présentation initiale non sévère. Donc, tout ça confirme qu'il y a un impact fonctionnel de la sévérité initiale sur la fonction pulmonaire. Si on s'intéresse à ce qui se passe à 1 mois après l'infection par le SARS-CoV-2, donc ici on remarque que plus que la moitié des patients atteints de pneumonie COVID-19 présentent une fonction pulmonaire anormale. Mais la majorité des malades, comme on le voit ici, ils ont juste une altération légère de la fonction pulmonaire, à part la DCO, qui reste l'anomalie la plus fréquemment touchée lors du suivi. Si on s'intéresse à séparer les patients selon la présence ou non de pneumonie, comme le montre le tableau sur la présentation, donc on prend le groupe qui n'avait pas de pneumonie, le groupe qui avait une pneumonie modérée et le groupe qui avait une pneumonie sévère. Donc, on conclut que cette interaction n'a pas de relation claire avec l'étendue de la pneumonie à la TDM thoracique. Cela plaide pour un suivi systématisé et à long terme des patients atteints de la COVID-19. Et si on prend plus de recul à 3 mois de la sortie de l'hospitalisation, donc dans cette cohorte canadienne publiée dans le journal Thorax, qui a traité uniquement des patients hospitalisés, donc il y avait des atteintes initiales modérées, sévères ou très sévères, on remarque qu'après 3 mois,
Une anomalie de l'UFL est présente chez plus de 50% des un patient sur deux a un trouble de diffusion. Et parmi ces patients qui ont un trouble de diffusion, à peu près la moitié des malades avaient un trouble ventilatoire restrictif associé. Le trouble ventilatoire obstructif, qui en a dit, ce sont des VPC en non diagnostiqués, était présent chez 11% des cas. Et finalement, une proportion très faible qui avait un retentissement trachéal à l'effort avec une saturation en test de marche inférieure ou égale à 88% chez 7% malades. Donc, en ce qui concerne les altérations morphologiques, donc, la question c'est est-ce qu'il faut s'inquiéter devant des lésions TDM résiduelles dans la suite d'une pneumonie sévère et quelle évolution attendre à court, moyen et à long terme. Donc, juste pour rappeler les aspects radiologiques de la COVID-19 qui sont variés. Donc, ici, on a un scanner qui montre des verdipolis bilatérales intéressées sur le lobe inférieur. Ici, c'est une opacité en verdipolis présente également dans le lobe inférieur. Ici, l'image montre une condensation de lobe moyen. Cette image, elle montre des condensations qui sont multiples, plus étendues que les précédentes. Ici, c'est des lignes subpleuraux et des épaississements septales interlobaires. Et la dernier scanner, elle montre des récirculations qui sont présentes dans le poumon droit avec quelques condensations de le poumon gauche. Donc, on s'intéresse à l'évolution des lésions radiologiques avec le temps. Donc, je partage avec vous des études intéressantes publiées dans l'American Thoracic Journal. Les auteurs ont réalisé 3 scanners. Un scanner le dernier jour avant la sortie de l'hôpital, deuxième scanner 2 semaines après et le troisième scanner 4 semaines après. On remarque qu'il y a un nettoyage progressif sur le deuxième et troisième scanner en comparaison avec le scanner initial. Donc, les opacités envers des polymultiples, elles ont été réduites de 80% à 23%. Les opacités uniques envers des polys réduites de 17% à peu près 10%. Les consolidations passent de 49% à 2%. Les épaississements septo-interlobaires de 80% à 35%. Et les récirculations se passent de 29% à 7%. Donc, dans l'ensemble, si on compare le premier scanner après la sortie avec le scanner initial, il y a un nettoyage de 20% des lésions. Et si on compare le deuxième scanner avec le premier scanner, il y a un nettoyage de 64,4% des lésions. Je partage avec vous quelques exemples. Ici, c'est le scanner thoracique d'un homme de 35 ans atteint de la maladie, donc de la COVID-19. Donc, ici, le scanner thoracique à l'admission. Donc, le scanner, elle montre des multiples condensations, comme on voit ici sur l'image, qui sont associées à des verdipolis dans les lobes inférieurs et les lobes supérieurs. Donc, à la sortie, donc, on remarque que donc, le dernier qui est fait à la sortie, on remarque que les condensations sont pour la plupart nettoyées et se sont transformées en des petites verdipolis inégales. 2 semaines après, donc le scanner, 2 semaines après, le scanner, elle montre une descente des verdipolis. Et 4 semaines après, le scanner thoracique, il montre aucune récidive, donc des lésions qui se sont. Un deuxième exemple, chez un patient de 48 ans, donc le scanner à l'admission, il montre des opacités en poly, une consolidation des épaississements septales interlobaires qui sont présents dans le lobe inférieur. Donc, à la suite de l'hôpital, la plupart des consolidations subpleurales ont été absorbées. On remarque la persistance des petites consolidations inégales dans le lobe inférieur droit. La densité de l'épaississement septal interlobaire a diminué. 2 semaines après, la densité des verdipolis des condensations continue à diminuer. Et après, donc, le patient continue à s'améliorer et une note un nettoyage important par rapport au scanner initial. Donc, devant des lésions radiologiques au scanner, il faut laisser le temps parce qu'on a la radiologie, elle est en retard par rapport à la clinique et par rapport à la biologie. Et l'évolution, elle est peut-être jugée qu'après 3 mois. Pardon, donc dans l'ensemble et à travers ces exemples, il est proposé de ne pas s'inquiéter devant des lésions qui persistent, surtout si l'atteinte initiale était sévère,
parce que les patients continuent à s'améliorer au fil du temps. Le diagnostic de fibrose ne peut être annoncé, comme j'ai dit, qu'après 3 mois de suivi. Mais le diagnostic de fibrose peut être annoncé devant des anomalies scanographiques évocatrices comme le rayon de miel ou les bronchiclasies de traction, comme l'exemple ici qu'on voit sur l'image. Donc, des multiples couches de rayons de miel se sont développées après l'atteinte initiale. Et le patient a développé une fibrose pulmonaire au niveau des lobes inférieurs. Donc, ce qui nous amène à parler de fibrose. Donc, quels sont les facteurs de risque de développement de fibrose et d'évolution défavorable et quel traitement envisager devant les lésions de fibrose résiduelle associées à un retentissement fonctionnel significatif? Donc, déjà, si on revient à des données historiques, parce qu'on est dans une maladie récente, on n'a pas assez de recul, mais si on revient aux autres infections coronavirus, comme le SARS, donc on avait remarqué que la fibrose pulmonaire peut persister après l'infection initiale. La fibrose pulmonaire initiale est souvent la conséquence fréquente d'une détresse respiratoire à la phase aiguë de la maladie, mais elle peut aussi résulter d'une aiguë de la maladie qui semblait pourtant peu grave. Et ceci est secondaire à la production accrue des cytokines pro-inflammatoires. L'hyperpression des voies respiratoires faisant suite à la ventilation artificielle, anoxie qui est liée à un déséquilibre entre les besoins en oxygène et le volume qui en est fourni. Donc ici, on voit l'évolution dans les infections COVID-19. Donc 80% des patients vont s'améliorer. Et ils avaient juste asymptomatiques ou des formes légères à modérées, mais 5% ils ont des formes sévères ou critiques. Parmi ces 5%, la moitié ils vont se rétablir. Le décès, c'est relatif et c'est varie selon le pays et selon les circonstances. Et l'évolution de la fibrose, elle est présente de 30 à 50%, ce qui fait un taux initial qui est entre 1,5%. Mais compte tenu des cas COVID-19 dans le monde, on a des millions de cas de COVID-19, une faible proportion de fibrose, donc 1%, est inquiétante. Alors, les facteurs de développement de fibrose ou d'évolution défavorable, donc on a l'âge avancé, il y a le terrain, notamment une prédisposition génétique, les pathologies sous-jacentes, notamment les pathologies respiratoires sous-jacentes, donc les patients qui sont atteints de pneumopathie interstitielle diffuse. Donc, il y a des publications récentes sur la sévérité de Covid chez ces malades-là. Les patients qui présentent de BPCO et donc de l'emphysème, et bien sûr les malades immunodéprimés. Donc, parmi les facteurs de risque, il y a également le type de support ventilatoire, le besoin accru en oxygène. Initialement, l'oxygène peut être néfaste, surtout avec des débits qui sont élevés. Et puis, des marqueurs indirects de la sévérité initiale, tels que la durée d'oxygénothérapie, la durée de la ventilation mécanique et la durée d'hospitalisation, notamment en soins intensifs. Donc, chez ces malades, il faut craindre la fibrose pulmonaire. Il s'agit de suivre une surveillance rapprochée. Donc, il ne faut pas hésiter à demander des scanners pour voir cette évolution fibrosante. Donc, je reviens aux recommandations de la Société d'Oncologie de la langue française qui recommande, en cas d'anomalie TDM qui s'aggrave ou qui ne s'améliore pas, à titre de verducte étendu ou multifocale, ou bien des anomalies nouvelles comme l'apparition de nodules, de condensation de respiration ou de bronchectasie, toujours au-delà de 2 semaines, on ne juge l'évolution radiologique qu'au-delà de 2 semaines, de proposer de faire un premier bilan. Donc, une endoscopie bronchique avec lavage broncho-alvéolaire, à visée cytologique et microbiologique, et surtout la recherche des anticorps, donc des stigmates de maladies auto-immunes. Donc, il faut évaluer le retentissement fonctionnel respiratoire avec spirométrie, sismographie, la DLCO, qui est la capacité de diffusion de monoxyde de carbone, et la gazométrie artérielle, et le test de 6 minutes. On demande aux patients de marcher pendant 6 minutes et on valide le périmètre de marche et la saturation à deux tests. Donc, si présence de ces anomalies radiologiques au-delà de 2 semaines avec un bilan négatif, donc il faut prescrire, mais après une discussion multidisciplinaire et une corticothérapie orale en absence de contre-indication. Certains, ils ont proposé des traitements antifibrosants, mais uniquement dans le cadre d'un essai clinique. Donc, en pratique courante, il y a la corticothérapie qui peut être posée chez ce patient. Donc, juste un petit mot sur
la COVID-19 et le risque thromboembolique. Donc, comme vous savez, une incidence élevée des événements thromboemboliques veineuses a été démontrée au cours de la COVID-19. Cette incidence est corrélée à la gravité de la maladie. Donc, en pratique, les thromboses représentent 5 à 10% en secteur médical, 25% dans les formes graves. Donc, devant une dyspnée disproportionnée ou inexpliquée lors du suivi du patient, il faut penser à l'embolie pulmonaire. Donc, les recommandations qui concernent le suivi. Donc, je partage avec vous les recommandations de la Société de pneumologie de la langue française. Donc, avec ces données qu'on a à notre édition, la Société de pneumologie de la langue française établit des recommandations de suivi chez les patients atteints de SARS-CoV-2. Donc, d'abord, il y a un bilan fonctionnel minimal qui doit être réalisé par tout médecin, pas obligatoirement pneumologue, mais tout médecin. Donc, il faut centrer la démarche autour des symptômes du malade et notamment la dyspnée. La dyspnée peut être évaluée à des échelles qu'on connaît bien, et notamment l'échelle MMSC. Ces échelles sont reproductives et permettent de juger l'évolution de la dyspnée, donc en pré-Covid, en per-Covid et en post-Covid. Et ça permet de voir le patient s'améliorer avec le temps. L'évaluation de la dyspnée doit être couplée avec la mesure de la saturation percutanée en oxygène avec un simple saturomètre. Donc la mesure au repos et éventuellement à l'effort si le patient se plaint d'un essoufflement. En moindre doute, puisque ce suivi sera majorité assuré par nos collègues généralistes. Donc il faut un avis pneumologue, soit chez ces malades très dyspnéiques qui ne s'améliorent pas au fil des semaines, ou des malades qui ont des anomalies de la saturation pour qu'on puisse faire des examens complémentaires, notamment une imagerie thoracique, des explorations fonctionnelles respiratoires, un test de tolérance de marche de 6 minutes pour rechercher une saturation à l'effort, principalement un critère de gravité. Enfin, deux petites remarques. Donc, j'ai voulu vous alerter sur le risque de thromboembolique qui peut survenir dès le semaine qui suit la sortie des malades. Donc, il faut être attentif aux moindres signes évoquant une éventuelle maladie thrombolique. Et puis, l'importance de l'évaluation de retentissement psychologique et la qualité de vie de ces malades qui sera détaillée par Provenès lors de la présentation prochaine. Donc, si on veut aider la prise en charge selon la présentation initiale, donc pour les patients qui sont pris en charge ambulatoire, le scanner thoracique doit être réalisé et l'indication est discutée selon l'imagerie initiale et selon les données cliniques aux fonctions. Pour les patients qui passent aux urgences mais qui ne sont pas hospitalisés, donc on a trois situations. La première situation, le scanner thoracique qui est normal et que le patient est asymptomatique. Donc l'évaluation elle est laissée à l'appréciation du médecin. Deuxième situation, c'est un scanner thoracique anormal, mais qu'à l'évaluation, le patient ne présente pas de symptômes. La Société de pneumologie de la langue française propose un bilan fonctionnel minimal d'évaluation de la dyspnée et de la saturation. Et en cas de symptômes à la réévaluation, et ce patient se plaint de la persistance de dyspnée ou des symptômes respiratoires fonctionnels, quelles que soient les données du scanner initial, il faut proposer un bilan fonctionnel minimal avec un scanner thoracique. Pour les patients hospitalisés, il est recommandé d'évaluer systématiquement ces malades 3 à 4 mois, surtout si ces patients ont une dyspnée persistante ou qu'ils ont présenté une forme sévère des pneumonies. Et pour ces malades, on est un peu agressif pour le suivi proposé, avec une imagerie, un scanner thoracique systématique 3 mois et des UFR, surtout qu'il y avait des anomalies au scanner ou une dyspnée persistante. Pour les formes les plus graves, il est suggéré une évaluation plus précoce avec des évaluations qui peuvent être plus poussées et d'autres examens qui sont demandés cas par cas. Donc enfin, je partage avec vous un cas clinique chez un patient de 55 ans sans antécédent. Elle avait présenté en 30 octobre 2020 une toux sèche et une fièvre. Donc on a réalisé le PCR SARS-CoV-2 qui est revenu positif. Le scanner il avait montré une atteinte pulmonaire estimée à 50%. Donc le patient il avait reçu un traitement et vitaminothérapie. Donc 14 jours après, l'évolution était favorable sur le plan clinique, le PCR de corps est négatif et le patient est sorti de l'hôpital. Donc 4 jours après la sortie de l'hôpital, le patient présente une détresse respiratoire, ce qui justifie une consultation aux urgences. L'examen à l'admission, le patient était conscient, il était polypnéique à 25 cycles par minute, il supporte le décubitus dorsal, la tension artérielle était à 12,8,
la fréquence cardiaque à 130 et la saturation en oxygène était à 87% à l'air ambiant. Le CG, donc ici, comme on a vu devant inexpliqué ou disproportionné, il faut penser à certaines étiologies, les pathologies cardiaques et la maladie thromboembolique, etc. Donc le CG, il montre un rythme régulier à 130, donc il y a une tachycardie sinusale, axe en T1, absence de troubles de repolarisation, absence de troubles de risque de condensation. La biologie était normale à part une CRP à 56 et des dimères élevés à 1540. Les gaz de sang, ils montrent, pardon, il y a une revue, et donc le pH était de 7,36, donc en acidose, avec une PaO à 84 et une PaCO2 à 31 mm mercure. L'échographie cardiaque, il trouve des ventricules droit dilatés de fonction systolique limite cliente et ventricule gauche hyperkinétique de fonction systolique fermée. Donc, devant cette présentation clinique, on suspectait une embolie pulmonaire, une maladie qui est connue porteuse d'une incidence élevée de maladie thromboembolique. La fréquence cardiaque est élevée, la au repos, la présence de signes indirects et un enjeu jusqu'à un pulmonaire qui gauche, donc avec des foyers de condensation du fluide associés à des foyers de distribution bilatérale entre 25 et 50%. Donc pour ce patient, on a confirmé le diagnostic d'une embolie pulmonaire proximale droite avec des signes de gravité consistant cardiaque droit. Donc prise en charge était en service de pneumologie. Donc en plus de l'oxygène et des mesures de la mise en condition, on a démarré le traitement par les barils de vapeur moléculaire. On a commencé le chevauchement avec les antivitamines K le premier jour. L'évolution clinique était favorable. L'INR de contrôle après 62 heures était de 2,58. Et pour la durée de traitement, on va traiter à 3 mois. Est-ce qu'à 3 mois, on va arrêter le traitement anticoagulant ou on va le poursuivre? Est-ce qu'on va modifier le traitement? Est-ce qu'on va opter vers l'héparine à vapeur moléculaire, vers les antivitamines K ou vers une nouvelle famille des anticoagulants directs? Donc, il n'y a pas assez de preuves à l'état de connaissance actuelle et les études prochaines, ils peuvent répondre à ces questions. Donc, le suivi chez ce patient sera centré sur l'identification d'éventuelles séquelles, notamment la fibrose pulmonaire, l'hypertension pulmonaire à une embolie pulmonaire ou bien une insuffisance cardiaque. Donc, en conclusion, les symptômes résiduels et les séquelles sont fréquents à court terme. Les données à moyen et à long terme sont à venir et nécessitent d'autres études prospectives. L'intervention précoce à la phase aiguë, elle améliore le post-Covid-19. Par exemple, un qui va prendre un traitement prophylactique de la maladie thromboembolique ne va pas développer de thromboembolique. Si l'indication de la corticothérapie est posée à juste et l'antibiothérapie en cas de surinfection est posée à juste, donc le patient il va avoir moins de lésions radiologiques, moins de symptômes et le post-Covid sera amélioré. L'essai, c'est qu'il doit y avoir une approche globale et multidisciplinaire. Le suivi des patients dépend de la sévérité des cliniques et des radiologiques initiales et la persistance des symptômes. Les lésions radiologiques doivent être évaluées à 3 mois, notamment à la recherche des fibroses pulmonaires. Et devant une disease expliquée, il faut chercher une maladie thromboembolique veineuse. Donc, je vous remercie. Merci, professeur Zgmout, pour votre présentation vraiment complète et qui nous a éclairci sur beaucoup de choses concernant l'atteinte pulmonaire lors de la COVID et à quoi on s'attend en post-COVID. Et ça semble dit multidisciplinaire s'impose et le suivi rigoureux également. Merci encore. Et je pense, si vous permettez, de garder les questions pour la fin. Je ne sais pas ce que vous en pensez. D'accord. Donc, on garde les questions. Merci beaucoup. Et sans plus tarder, je passe la parole à professeur Ma'amar. Professeur Ma'amar Mouna, qui est connu de nos groupes
Elle nous accompagne souvent dans nos activités. Elle est professeure en médecine interne et en gériatrie. Elle va nous parler de l'autonomie post-Covid, ce que nous espérons. Sincèrement, nous espérons tous retrouver nos patients autonomes, ce qui semble pratiquement illusoire à mon sens. Je ne veux pas être pessimiste, mais ce n'est pas évident. Donc, sans plus tarder, je vous passe la parole, professeur Ma'ammar, en vous remerciant d'avance. Votre écran est visible, professeur Ma'ammar, mais on ne vous entend pas. Très bien. Et maintenant, c'est bon? Bonsoir, Madame Fugé. Merci. Bonsoir, chers amis, chers collègues. Un grand plaisir d'être parmi vous. On va espérer de ne pas être trop pessimiste, n'est-ce pas, Madame Hadji? Effectivement, qu'en est-il du post-Covid? Alors, mon topo était en fait l'autonomie en post-Covid. C'est vrai que j'ai ma casquette de gériatre en premier, mais je vais parler, si vous le permettez, et je comprends votre ressenti de dire que ça paraît illusoire, mais on va voir qu'on peut faire des choses chez la personne âgée. Et que maintenant qu'on sait qu'il y a des choses qui se passent en post-Covid, eh bien, nous devons vraiment encore plus nous appuyer sur le mode de prévention de la perte d'autonomie chez la personne âgée qui sera infectée, qui risque d'être infectée par la COVID-19. Mais on va voir ensemble que ce n'est pas que le sujet âgé et qu'on va voir en fait dans toutes les populations, notamment chez le sujet âgé, à plus forte raison, mais aussi chez adultes jeunes, que certes, la maladie est relativement bénigne, mais quand bien même, dans 80% des cas, j'entends bien, mais quand bien même elle reste bénigne, ben on va voir que le délai de rétablissement qui est entre 2 et 6 semaines, 2 à 3 semaines pour les formes légères, mais jusqu'à 6 semaines pour les formes graves, eh bien que de plus en plus, nous rencontrons des personnes des effets à long terme. Alors, notre collègue a parlé des effets, des risques, des séquelles d'ordre pulmonaire. Notre cher ami, le professeur Wennes, va parler du problème d'ordre psychiatrique, mais on va voir qu'il existe d'autres symptômes qui vont être de plus en plus rapportés par notre population infectée par la COVID-19, et ce sont des symptômes qui seront soit persistants, mais soit mieux encore, paradoxalement, qui vont apparaître au-delà de 6 semaines à partir du début de l'infection. Et certes, nous avons des séquelles respiratoires, nous avons des séquelles psychiatriques, mais on va voir que quel que soit l'âge, il y a une grosse partie de la population infectée par la COVID-19 qui va rapporter une grosse fatigue et une asthénie. On va voir finalement à ce qu'il existerait des mécanismes physiopathologiques qui nous rendent compte de la survenue de cette asthénie qui fait que, in fine, même à un âge plus jeune, à cause de cette lourde asthénie, eh bien, il y aura une perte d'autonomie parce que ce seront des personnes qui ne pourront absolument pas se relever du lit et, in fine, donc, ne pas pouvoir et donc perdre beaucoup en autonomie. Donc, perte d'autonomie pour le sujet âgé, oui, mais aussi pour le sujet moins âgé, on verra un petit peu quelles en sont les causes et quelles en sont les conséquences. Alors, oui, séquelles de la COVID-19 par le biais des troubles ventilatoires, des troubles de la diffusion dont a parlé notre collègue précédemment. On va voir qu'en cas d'infection par la COVID-19, on a souvent de fortes douleurs musculaires, surtout sur presque 20% des personnes infectées. Et puis, cette asthénie dont j'ai parlé, qui est là entre 30 jusqu'à 50% des grandes séries. Et puis, tout cela, bien évidemment, va impacter sur la qualité de vie qui sera altérée avec un haut risque de syndrome dépressif et de troubles du sommeil et d'anxiété qui vont apparaître. Alors, je vous ai mis sur cette slide-là les complications aiguës de l'infection par la COVID-19, certes, complications pulmonaires au premier plan, mais aussi de plus en plus de formes, de plus en plus de cas répertoriés de troubles neurologiques, notamment d'AVC, d'encéphalopathie, et puis bien évidemment cette anosmie et cette agonie qui rend compte des formes, certes, qui a été démontrée relativement peu grave de l'infection par la COVID-19. On va voir s'il n'existerait pas un lien entre cette agueusie, entre cette anosmie et certaines séquelles post-Covid, en particulier la fatigue. Et puis, bien évidemment, toutes les complications en cas de défaillance des autres organes. Et puis, à côté, je vous ai mis, à partir de 3 semaines, quelles seraient les séquelles qui ont été le plus rapportées.
Eh bien, parmi les séquelles post-Covid qui ont été rapportées, nous avons les séquelles neurologiques, neuropsychiatriques en particulier. Et parmi ces séquelles neuropsychiatriques, je ne parlerai bien évidemment pas des séquelles psychiatriques, mais surtout de cette grosse fatigue qui va impacter la vie et, in fine, l'autonomie de nos personnes qui ont été infectées par la COVID-19. Bien évidemment, ces douleurs musculaires qui rendent compte de cette fatigabilité, de cette perte d'autonomie et, in fine, de cette altération de la qualité de vie. Alors, les syndromes post-Covid, on va voir ensemble que chez un sujet âgé, mais aussi moins âgé, eh bien, l'infection par la COVID-19 à cause de cette anorexie, et je vous rappelle que le TNF-alpha est l'une des cytokines les plus prépondérantes au cours de cette infection, c'est une cytokine qui est anorexigène, eh bien, cette dénutrition va donner elle-même lieu à donc, cette perte d'autonomie et cet amaigrissement. Et à cause de cette dénutrition et à l'anorexie, qui est elle-même aggravée par l'anosmie, qui est elle-même aggravée par l'agueusie, qui est elle-même aggravée par le syndrome inflammatoire. N'oublions pas que c'est une infection où vous avez un orage cytokinique qui va survenir au cours de la 2e semaine, et puis qui est aussi aggravée par la dyspnée. Et on voit très bien les patients que nous avons eu à prendre en charge dans les unités Covid qui, à cause de cette dyspnée, à cause de cette hypoxémie, ont du mal à devoir s'alimenter. Encore plus si vous avez tous ces paramètres que je viens de vous citer. Et rapidement, cette baisse de la masse musculaire va donner lieu à une sarcopénie avec des rétractions musculo-tendineuses, des limitations articulaires qui font que chez le sujet, en particulier le sujet âgé, eh bien rapidement, on va avoir une perte d'autonomie liée à cette infection par la COVID-19. Et puis, en dehors de l'infection par la COVID-19, quelque chose qui est extrêmement important, il faut savoir qu'au plan physiologique, à partir de 40 ans, nous perdons de façon physiologique et de façon inexorable 10% de notre masse musculaire tous les 10 ans, avec une perte de la fonction musculaire à partir de 50 ans de 15% tous les 10 ans. Donc cela, c'est en dehors de tout contexte, a fortiori, en dehors de toute infection par le COVID-19. Bizarrement, je vous ai perdu. Vous arrivez à voir? Effectivement, on ne voit plus votre écran, professeur Mouammar. En fait, à un moment donné, je ne voyais plus rien. Et maintenant? Là, on vous voit, vous, et pas votre écran. Ah, d'accord. Donc, je pense que on doit me donner la main pour pouvoir partager mon écran une 2e fois, si c'est possible. C'est au bas. Vous avez la main, docteur. Voilà. J'ai la main. Très bien, merci beaucoup. Alors, entre-temps, les limites du virtuel. Alors, je n'ai pas… Ah ben voilà, merci. On y arrive. Partager. Je crois que c'est bon maintenant. Alors, Oui, en dehors de l'infection, du tout contexte pathologique, on perd du muscle, et ce de façon physiologique à partir de 40 ans, et une perte de la fonction musculaire à partir de 50 ans. Donc ça, c'est quand même un petit mot d'ordre. Il faut dire que dès 40 ans, faisons de telle sorte à ce qu'on puisse préserver le maximum de notre masse musculaire. Cela commencera par quoi? Eh bien, par du renforcement musculaire, par de l'activité physique. Et puis, une personne âgée qui est parfaitement autonome, que ce soit pour les actes de la vie quotidienne, pour les actes instrumentaux de la vie quotidienne, qui n'a aucun déclin cognitif. Il faut savoir que quand elle est hospitalisée pendant une durée de 10 jours, il a été bien démontré qu'on avait un risque de perdre 16% de la force musculaire, indépendamment des comorbidités et de la perte d'autonomie. Donc, c'est juste pour dire que la masse musculaire, c'est finalement en fait le marqueur de fragilité qui est le premier touché en cas d'infection et surtout en cas d'infection par la COVID-19, qui fait que tout patient ayant une infection par la COVID-19 doit bénéficier, comme l'a très bien dit notre collègue pneumologue, d'une évaluation cardio-respiratoire, mais aussi d'une évaluation nutritionnelle et d'une évaluation de la fonction musculaire par des choses très simples. La première des choses, nous savons qu'un sujet qui est infecté par la COVID-19, qui sera anorexique, qui sera
il y aura un syndrome inflammatoire, qui va perdre du muscle, qui va avoir donc cette dénutrition qui va rapidement apparaître, eh bien, j'évalue mon bilan nutritionnel à ce moment-là, mais aussi à 1 mois, mais aussi à 6 mois. Ça a été bien démontré. Et je vous rappellerai, s'il vous plaît, que pour le sujet âgé, la définition d'une dénutrition est différente de la définition chez le sujet jeune, si ce n'est que l'indice de masse corporelle doit être inférieur à 18 kg par mètre carré chez l'adulte, mais dès 21 kg par mètre carré, on parle de dénutrition chez la personne âgée. Et bien évidemment, la perte de poids, dès qu'elle dépasse les 5% en 1 mois et dès que les apports sont diminués du tiers, attention, il faut qu'on ait un warning qui s'allume. Là, il faut absolument enrichir notre alimentation en protéines parce que nous allons assister à une perte de la masse musculaire, à une sarcopénie. Et qui dit masse musculaire diminuée, qui dit sarcopénie, dit chute et toutes les complications de perte d'autonomie qui vont s'installer. Et puis, le bilan musculaire, c'est quelque chose de très simple. C'est de prendre une chaise et de faire un lever debout du patient, en fait, en mesurant en même temps sa saturation et en voyant s'il ne va pas désaturer, bien évidemment, et quelle serait sa capacité musculaire. Je peux vous dire que ce sont des choses qui sont très simples. On peut le faire pour une durée de 30 secondes, on peut le faire pour une durée de 1 minute. Et puis, enfin, le time up and go, c'est quoi? C'est en fait de mettre une chaise à 3 mètres et de dire au patient de se lever, de marcher sur les 3 mètres, de demi-retour et de revenir. Il faut que le time up and go doit être inférieur à 20 secondes. Vraiment, des paramètres qui vont nous dire si ce patient est à risque, peut-être de l'évaluation initiale, ce sera difficile, mais dès la sortie de son infection par la COVID-19, pour voir si ce patient n'est pas en perte d'autonomie. Et si véritablement nous voyons que le patient a, par exemple, un délai de plus de 20 secondes dans le relevé et l'aller-retour sur les 3 mètres, il faut savoir absolument enclencher les mesures de prévention et de renforcement musculaire, notamment par le biais d'une kinésithérapie respiratoire. Alors, de kinésithérapie musculaire, pardon. Alors, les patients âgés, qu'est-ce qu'ils deviennent après avoir été infectés par la COVID-19? In fine, recherchons quel est le devenir de ces patients-là après une infection par la COVID-19. Il y a un très beau travail qui est en cours de réalisation, un travail gériatrique chez les patients âgés de plus de 70 ans, où on va rechercher ces patients, on va rechercher quelles en sont leur autonomie, leur devenir psychologique, et in fine, est-ce qu'il y a eu mortalité ou pas, notamment à 3 mois de l'infection, à 9 mois de l'infection et à 12 mois. Et on va faire sortir quels sont les facteurs prédictifs de perte d'autonomie et in fine de mortalité, parce qu'on sait très bien qu'une personne âgée qui est en perte d'autonomie est à haut risque de mortalité. Ça, malheureusement, ce n'est pas. Enfin, il y a eu récemment des recommandations de la Haute Autorité de Santé pour avoir des réponses rapides dans la prise en charge des patients post-Covid en médecine physique et de réadaptation et en soins de suite et de réadaptation ou alors à domicile. Et il ressort qu'il est extrêmement important de mettre en place des mesures, des exercices respiratoires et aussi des exercices fonctionnels, en particulier le lever de chaise qui doit être fait en 30 secondes, voire en 1 minute, avec donc une évaluation du nombre de levées de chaise. Et il faut savoir répéter l'examen 2 à 3 fois par jour et sur du long terme. Et enfin, un travail qui a été très bien illustré par l'équipe de Toronto en collaboration avec une équipe toulousaine, une équipe de gériatrie, ont bien remontré l'importance du renforcement musculaire, notamment du travail du quadriceps, du travail solaire, du travail de la force de préhension dans la prévention de la perte de la masse musculaire, de la sarcopénie et in fine de la perte d'autonomie. Puis ça a été bien démontré que ça permettait de prévenir aussi bien cette perte d'autonomie sur le moyen et long terme et surtout que ça a amélioré le déclin et que ça a amélioré l'humeur de ces personnes âgées. Alors, tout ça, c'est pour les personnes âgées. En fait, la perte d'autonomie, quand on voit un petit peu les différentes revues de la littérature concernant le post-Covid, eh bien, ce n'est pas que le sujet âgé de plus de 70 ans qui est, bien évidemment, c'est la population la plus touchée par la perte d'autonomie, mais il faut savoir, ça a été très bien démontré, que même le sujet jeune était à risque de perte d'autonomie par le biais de cette grosse asthénie qui s'installe au décours d'une infection par la COVID-19. C'est ce qu'a bien démontré, c'est le travail
fait par des psychiatres, c'est une méta-analyse sur les éléments, sur les troubles psychiatriques qui survenaient au décours de l'infection par la COVID-19. Je n'en parlerai pas, ça va bien être bien illustré par mon collègue et ami le professeur Wennes, et si ce n'est que regardez quand même, dans 20%, dans cette très belle méta-analyse, 1963 études qui ont pris tous les coronavirus, le SARS-CoV-2, mais le MERS-CoV, le MERS-Sultan aussi, donc toutes les infections par les coronavirus. Et parmi toutes ces infections-là, on a pris les études qui ont surtout insisté sur le SARS-CoV, sur la COVID-19. Et regardez bien que la fatigue était présente dans 20% des cas. Et puis enfin, est-ce qu'il existerait des signes neurologiques subjectifs chez les impatients? Et il répond cette étude italienne, c'est un travail prospectif sur 103 cas, où on a en fait recherché les éléments neurologiques subjectifs, que ce soit la céphalée, que ce soit la dépression, que ce soit les troubles du sommeil, que ce soit les douleurs musculaires, que ce soit la fatigue. Et il ressort que oui, c'est les signes neurologiques chez le sujet de sexe masculin. Et vous avez, et je pense que tous les collègues et les médecins généralistes en premier, prenaient en charge des patients au décours d'une infection par la COVID-19 et même en post-COVID, et qui viennent vous voir pour vous dire, docteur, je suis terrassé, je n'arrive absolument pas à me lever de mon lit. C'est véritablement une réalité. Ce syndrome de fatigue chronique a été bien notifié et même jusqu'à 40% dans certaines séries. Eh bien, on a essayé de chercher un petit peu à quoi c'est dû cette fatigue chronique. Est-ce que c'est de la dépression nerveuse? Est-ce que c'est véritablement un syndrome de fatigue chronique que nous nommons sous le nom de fibromyalgie? Est-ce qu'il existerait un substratum inflammatoire? Est-ce qu'il existerait d'autres mécanismes à cela? Et c'est ce à quoi on a essayé de répondre là aussi cette équipe au travail. On a recherché en fait la présence de cellules mastocytaires. Eh bien, regardons bien que chez les patients ayant une infection par la COVID-19 et qui ont fait justement un syndrome de fatigue chronique dans le post-Covid, il aurait été bien démontré qu'il existerait une dysfonction de ces cellules mastocytaires et peut-être que même qu'il existerait un substratum inflammatoire dysimmunitaire chez les patients qui auraient un syndrome de fatigue chronique. Comme vous le voyez, en post-infection, nous avons encore une dysfonction de ces cellules mastocytaires qui sont normalement présentes dans notre corps. Donc, peut-être, première hypothèse physiopathologique, il existerait peut-être une dysimmunité, un dérèglement de ces cellules mastocytaires qui seraient activées, qui seraient mutées par le biais de cette infection par la COVID-19. La deuxième hypothèse, excusez-moi, c'est que par rapport à cette fatigue chronique, par rapport à ces signes neurologiques fonctionnels, est-ce qu'il existe une autre hypothèse? On sait que l'infection par la COVID-19 donne de l'anosmie et par le biais d'une transmission d'une voie transethmoïdale, on aurait du SARS-CoV au niveau du bulbe olfactif. Ça a été bien démontré. Et puis finalement, est-ce qu'on aurait une transmission? Je ne parle pas de la maladie neurologique aiguë, je ne reparlerai pas des AVC au cours de l'infection par la COVID-19, mais je parle des séquelles post-COVID. Et là, quelques auteurs ont émis l'hypothèse qu'on pourrait avoir sur cette transmission virale, eh bien, un substratum inflammatoire au niveau des cellules neuronales. Donc ça, c'est une deuxième hypothèse qui a aussi été évoquée. Et enfin, le dernier scoop, c'est ces malades-là, ces patients-là, et il y en a des milliers, qui souffrent de fatigue chronique, qui souffrent de céphalée, qui souffrent de troubles de concentration, qui souffrent de troubles mnésiques à court terme. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi quelque chose de organique au niveau cérébral? Eh bien, on a réalisé des PET scans chez des sujets ayant fait une infection par la COVID-19 qu'on a comparé à des PET scans de sujets sains. Cette équipe-là, c'est une équipe marseillaise de l'équipe de Didier Raoult qui a en fait d'abord, qui s'est penchée sur le cas de deux patients. Une patiente, 54 ans, qui a fait un tableau d'infection par la COVID-19 grave, avec un tableau de syndrome de détresse respiratoire aiguë pour lequel elle a été admise en réanimation durant 3 semaines. À sa sortie de l'hôpital, soins de suite de réadaptation,
notamment respiratoires, mais 2 mois plus tard, forte asthénie, mais surtout des troubles mnésiques. Et là, on a fait un PET scan chez cette dame-là et on a trouvé une fixation au niveau du bulbe olfactif, pardon, pas une fixation, un hypométabolisme à ce niveau-là. Et enfin, un deuxième patient qui, lui, n'a pas fait de forme grave de l'infection par la COVID-19, mais plutôt dans le versant myalgie et asthénie, homme de 62 ans, et 3 mois plus tard, très forte asthénie et des troubles de concentration. Et là, comme vous le voyez, vous avez un hypométabolisme au niveau temporal interne et au niveau hippocampe. Donc, c'est une piste qu'il faut peut-être assez piocher. Et cette même équipe de Monsieur Guedji essaye de voir, en fait, est en train de faire un très beau travail sur une série beaucoup plus importante pour voir véritablement s'il existerait des séquelles d'ordre neurologique chez ces patients infectés par la COVID-19. Et puis, beaucoup de suspense, beaucoup de questions qui restent encore à élucider. Et dans ce sens-là, la cohorte recovery est en train de faire là aussi un travail dans le long terme avec un suivi minimal de 1 an pour caractériser certes les séquelles pulmonaires et surtout pour comprendre ces complications, notamment cette asthénie et ces oublis qui sont de plus en plus rapportés par les patients. Donc, on va avoir les réponses dans quelques instants. Il faut savoir en fait quel est le design de l'étude avec un suivi, regardez, jusqu'à 12 mois, un suivi extrêmement rapproché, tant au plan respiratoire, mais aussi au plan des tests de la neurocognition, des tests neuropsychologiques. Donc, on va voir un peu quelles en sont les conclusions dans les mois à venir. Et enfin, quelque chose qui a bien été démontré, la perte d'autonomie, c'est oui le sujet âgé. On a vu masse musculaire qui diminue. La dénutrition, c'est quand même 10% des personnes âgées qui vivent à domicile. Ça va jusqu'à 50% du sujet âgé malade. On sait que le sujet âgé est une personne qui est certes hétérogène, qui est polypathologique. On a souvent des décompensations des pathologies sous-jacentes. On a la dépression qui arrive à cause de cet isolement, à cause de l'impact du confinement et de l'impact de l'infection par la COVID-19. Mais il a été démontré, à la lumière de tout ce que je viens de vous rapporter, que la femme et la présence de maladies chroniques est pourvoyeuse de séquelles sur le long terme de l'infection par la COVID-19. Et puis, syndrome inflammatoire, notamment par l'activation des cellules mastocytaires, c'est une question qui reste encore en suspens. Et enfin, je conclurai pour dire que l'infection par la COVID-19, est-ce qu'on a d'autres épisodes qui vont apparaître? On n'en sait rien. C'est une maladie chronique avec justement ces complications dont on vient de parler, peut-être bien que oui, qu'il faille véritablement les rechercher et les anticiper, surtout chez le sujet âgé, avec la nécessité d'un suivi prolongé pour avoir plus de réponses que de questions, notamment. Je vous remercie. Merci à vous, professeur Mouammar, pour votre présentation. Vraiment, qui dit beaucoup de choses. Mais le problème du sujet âgé, c'est vrai, reste le problème le plus épineux. Et la personne âgée qui paye, je pense, le plus de tribut dans toute cette histoire. Donc, pareil, on va vous garder aussi, professeur Mouammar, avec nous jusqu'à la fin pour répondre aux questions, si vous permettez. Et là, je passe la parole à professeur Ouennes, qui est chef de service des urgences psychiatriques, qui va nous parler de la composante psychologique en période Covid et post-Covid. C'est vrai que nos éminents professeurs ont un petit peu parlé de la question, parce que le profil psychologique, neuropsychique, etc., est constaté par tous les collègues et les confrères qui suivent les patients Covid en sont conscients. Et donc, nous attendons de la part du professeur Ouennes des éclaircissements. Oui, bonsoir tout le monde. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu mes diapos. Oui, effectivement. Très bien. Alors, je tiens à remercier déjà l'association MG Maroc de m'avoir invité à partager avec vous cette notion importante sur l'aspect psychologique et également organique de cette pathologie, de cette pandémie.
Donc, moi, je vais parler un petit peu du contexte psychologique et ce qui s'est passé depuis la déclaration de Covid et à ce jour. Comme on vient de voir, donc c'est une maladie qui atteint tous les organes, donc aussi bien poumons et vraiment tous les autres organes, mais également la personne âgée, la personne jeune n'est pas épargnée. Et que la composante psychologique est extrêmement importante à ne pas oublier dans tous les stades de la maladie, vraiment depuis la déclaration de la maladie jusqu'à la fin, voire même après la guérison. Et là, bon, comme vous savez, on est parti. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Animateur vidéo. Alors, à l'instar des autres pays et dans le cadre de minimisation de la progression et la propagation de l'infection, donc le Maroc a également adopté donc, dans une politique de un confinement sanitaire, et ce confinement sanitaire n'est pas dénué de certaines conséquences psychologiques. Alors, diapo suivante, je n'arrive pas à faire passer les diapos. Alors, plusieurs recherches et publications ont été réalisées et nous avons au sein de... Nous avons réalisé certains travaux donc, au sein de l'institution au niveau de l'hôpital. Et donc, il y a certains addicts et confinés pour vous montrer un petit peu, pendant la période de confinement, certaines personnes qui sont addictes à plusieurs drogues, ils ont trouvé des problèmes psychologiques. Et vraiment, on était confronté à plusieurs problèmes de sevrage lors du confinement. Il y a également un dépliant qui a été fait et qui montre un petit peu, comme on va voir par la suite, pour une meilleure prescription des psychotropes chez les patients Covid-19. C'est qu'il y avait lors de l'hospitalisation, il y a certains patients qui étaient sous traitement, comme on va voir par la suite, et il y a certaines interactions médicamenteuses qui sont extrêmement importantes à prendre en compte. Pas uniquement donc traiter Covid, mais également les interactions à prendre en compte. Et nous avons également publié donc Al-Wiqaya min al-In'ikasat Nafsiyya al-Hajr Sahi, donc qui était un guide pour les personnes pour pouvoir vraiment aider les personnes qui étaient dans cette situation. Donc également il y avait place de la thérapie EMDR dans la gestion de la pandémie. C'est une thérapie d'actualité, également recommandée dans les traumatismes et vraiment les personnes qui étaient atteintes de Covid, comme c'était un traumatisme psychologique, donc aussi bien pour ces patients que pour l'environnement. Et également pour vous montrer que cette pathologie a pris une ampleur importante sur le plan psychologique, et il y avait plusieurs études et publications que nous avons réalisées. Et je vous fais grâce de l'intérêt psychologique donc, dans cette pathologie. Alors, quel est le vécu psychologique des patients Covid? Déjà, ça c'est extrêmement important. À l'annonce de diagnostic, vraiment l'annonce d'un diagnostic, ce n'est pas quelque chose de simple pour dire, bon voilà, tel ou tel patient, vous êtes atteint de Covid. Vraiment, il y a un bouleversement sur le plan affectif, sur le plan émotionnel, et il y a une déstabilisation de ces patients. Surtout au début de la maladie, parce que vraiment, il y avait beaucoup de choses qui étaient inconnues. Vraiment, il était un mystère. Et vraiment, dire Covid égale systématiquement quelque chose de grave, quelque chose vraiment de mortel. Et donc, vraiment, l'annonce de cette pathologie, au départ, il faut qu'il y ait certains critères, malheureusement, qui n'étaient pas respectés. Et là, il y avait à travers l'annonce, il y avait certains patients qui présentaient des manifestations psychologiques ainsi de culpabilité par rapport à son entourage. Et on le voit là même maintenant. Comme si la personne qui était atteinte au départ, c'est lui qui est la cause vraiment de contamination de toute la famille. Et donc, il y a une culpabilité importante. Et cette culpabilité va s'ensuivre, vraiment, la personne va sombrer soit dans une pensée dépressive, soit une pensée anxieuse. Et donc, il y a une angoisse importante, une tristesse, un désespoir
Et parfois, il y a des idées d'incurabilité et ce qui voit la personne quand on lui annonce, au départ, c'était un choc, un traumatisme et il ne voit que la mort. Et donc, tout ça pour dire que l'annonce de cette pathologie, l'annonce vraiment de dire que Covid+, c'est pas simple, c'est quelque chose qui doit être pris vraiment au sérieux. Et donc, une étude qui était réalisée par l'équipe à l'hôpital Razi et qui a montré que les patients, à l'annonce du diagnostic, il y avait un pourcentage qui était dans la culpabilité et la tristesse. Vraiment, au départ, à l'annonce, voire même qui était à 19,5, était sidéré, vraiment choqué à l'annonce de ce diagnostic. Je croyais, et surtout quand on fait un diagnostic de dépistage, il y a certains au départ qui ne reconnaît pas beaucoup de symptômes, quand on lui dit, bon voilà, vous êtes positif, là, vraiment, il est sidéré, il ne croit pas, il veut refaire le test, et à ce moment-là, il commence à... Est-ce que j'ai contaminé des membres de la famille? Et surtout, si les membres de la famille sont atteints d'autres pathologies, et donc il craint aussi bien pour lui que pour l'environnement. Il faut dire que vraiment, pendant la phase aiguë, on passe par 3 stades. Vraiment, pendant 3 stades, il y a une phase d'alarme et puis une phase d'adaptation. Donc, on s'adapte pour voir comment on peut faire pour s'en sortir et pour survivre en quelque sorte. Et à un certain moment, on est fatigué, on est épuisé et il y a certains comportements psychologiques qu'on va adopter pendant chaque stade. Alors, souvenez-vous, pendant le début de la maladie, le début de la pandémie, alors c'était la phase d'alarme. Et donc, il y a un stress important et aigu chez la majorité des personnes. Et donc, c'était un effet surprise. Et rapidement, bon voilà, confinement, et les personnes sont déstabilisées, avec une angoisse importante. Et tout ce qu'on faisait, vous avez vu que tout le monde commence à acheter du lait, de la farine, etc., dévaliser vraiment les supermarchés. Et pourquoi? Pour vraiment assurer les besoins vitaux de survie pendant une période rapide. Et ça répond un petit peu à la pyramide des besoins selon Maslow, c'est-à-dire il faut absolument les besoins physiologiques de base, c'est-à-dire l'alimentation, le sommeil, la sexualité, etc. Et bien sûr, il faut que l'État également agisse que pour dire, voilà, rien ne va manquer, etc. C'est important pour rassurer la population. Et en même temps, la sécurité sur le plan sanitaire, sur le plan physique, sur le plan moral, doit être important. Et que ces choses-là, primaires, primitives, je vais dire, sont importantes pour vraiment pendant la phase d'alarme. Pendant la phase d'adaptation, il y a une stabilisation de la situation psychologique. Donc, voilà, la personne, elle est là. Et il y a un certain réaménagement, aussi bien environnemental que personnel, sur le plan psychologique, avec adaptation d'un rituel et une certaine routine, pour pouvoir vraiment continuer donc dans le fonctionnement. Et donc, les gestes d'entraide entre les citoyens, assurer les besoins vitaux et physiologiques de base, et bien sûr, assurer les besoins de sécurité, aussi bien pour la personne que pour son environnement. Et puis survient, vraiment, ça y est, bon voilà, ils vous disent, je suis fatigué, j'en peux plus. Vraiment la phase d'épuisement. Et vraiment, ça se voit en cas de prolongement de ce facteur de stress. Et quand on n'a pas, surtout quand il n'y a pas de visibilité, on ne voit pas le bout du tunnel. Et donc, là, ça commence un petit peu l'épuisement des forces et des ressources, un sentiment de désespoir, d'abandon, voire même de transgression de couvre-feu social, comme ce qu'on voit dans d'autres pays. Et là, vraiment, il y a une perturbation, une transgression de certaines lois donc, qui sont établies vu la phase d'épuisement. Et pendant cette phase, donc, il y a plusieurs personnes qui vont manifester donc, une certaine anxiété. Donc, c'est l'anxiété vraiment qui est le symptôme le plus prédominant et qui peut être source de plusieurs manifestations somatiques. Vraiment plusieurs manifestations. En plus, on peut trouver certaines perturbations donc physiques ou biologiques, mais il y a cette anxiété qui accompagne ces bouleversements, qui peut même aggraver ces manifestations psychologiques. Et certaines études qui montrent que ces manifestations psychologiques peuvent apparaître jusqu'à 78,9% des personnes interrogées. Alors, les réactions psychologiques qui étaient identifiées donc, sont l'anxiété, l'inquiétude, la peur,
de ne pas pouvoir se garantir un approvisionnement suffisant, des doutes sur sa capacité à pouvoir s'occuper efficacement de ses enfants ou de l'environnement et l'incertitude, bien sûr, donc qui règne. Alors, les troubles de sommeil, comme on vient de voir sur les diapos précédentes, donc vraiment, c'est quelque chose d'extrêmement important. Extrêmement important et également, il faut faire attention au traitement du trouble de sommeil. Attention, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'interactions entre ces médicaments, certains médicaments qu'on peut utiliser donc, pour le sommeil, pour les troubles de sommeil et les médicaments qu'on utilise pour le traitement COVID, particulièrement l'azithromycine et la Nevaquine. Donc, c'est des molécules, il y a des interactions entre, par exemple, si je prends l'hydroxyzine, Atarax, qu'on peut banaliser, il y a une grande interaction avec ces molécules que je viens de citer. Donc, et là également, il y a certaines personnes qui sont tellement anxieuses qui vont s'adonner à la consommation de certaines substances psychoactives, voire même augmenter leur consommation. Donc, et ces facteurs-là vont aggraver, ces manifestations vont aggraver donc le problème de l'anxiété et le problème d'adaptation fonctionnelle, aussi bien pour la personne, pour son travail et pour l'environnement. Alors, dans la majorité des cas, on s'attend à une résolution complète des changements médico-psychologiques, voire des dimensions symptomatiques, en 6 mois, donc durée classiquement retenue pour faire cesser un trouble de l'adaptation à l'exclusion des facteurs de stress causaux, mais enfin, il faut absolument, à condition que cette pathologie anxieuse ou dépressive soit prise en charge auparavant. Alors, dans une étude qu'on a faite à l'hôpital, les facteurs qui seraient impliqués dans la rechute des pathologies psychiatriques, c'est-à-dire chez les patients ayant déjà une pathologie, que ce soit minime ou sévère, il y a le sexe féminin. Le sexe féminin, la durée d'évolution de la maladie est que la personne manque de contact avec les gens quand il est isolé, donc par peur, donc d'être contaminé, et donc il y a un isolement, et bien sûr, quand il y a une prédominance d'une tension familiale dans le foyer pendant le confinement. Alors, lors du séjour hospitalier, ça c'est extrêmement important également. Lorsque les patients sont hospitalisés atteints de Covid, on a vu à l'annonce, il est atteint, il y a certaines réactions, mais les patients qui sont déjà hospitalisés, ils craignent également certaines choses, particulièrement quand ils voient d'autres malades qui sont à côté, et Dieu sait combien de personnes, donc même chambre parfois, et quand ils voient d'autres malades, leur état s'aggrave. Donc, voire même l'annonce de certains décès, de certaines personnes qui étaient avec eux certaines personnes avec elles dans la chambre. Transfert à l'unité de soins intensifs. Et donc, les symptômes physiques, sensations d'étouffement liées aux problèmes respiratoires. Et donc, certaines personnes vont dire, ça y est, donc moi aussi, arrivera mon tour, je vais mourir. Et donc là, ça va aggraver les manifestations donc, psychologiques. Le vécu également de l'entourage du patient Covid. Donc, on a vu à l'annonce le patient quand il est hospitalisé avec les manifestations qui peuvent apparaître et qu'est-ce qu'il faut faire pendant cette période et le vécu de l'entourage du patient Covid. Donc, il y a certaines conditions conditionnées par plusieurs facteurs. C'est la proximité entre le patient et les proches, même domicile. Donc, vraiment, l'entourage également, il ne sait pas, il est dans un boulevard, il est déstabilisé à l'annonce de ça, quand on a quelqu'un qui est atteint. Les rapports intimes avec les proches, les parents, enfants, partenaires, l'état de santé du proche, l'âge également, surtout si c'est une personne âgée et quand il a des comorbidités, le statut du patient, la gravité de la maladie, bien sûr. Il y a donc inquiétude, aussi bien donc peur de perdre le patient lui-même et les personnes qui sont contaminées et qui vivent avec ce patient. Le vécu psychologique de la population générale face à la pandémie, et donc pas uniquement des personnes atteintes ou qui vivent avec les personnes atteintes, mais de la population générale. Et là, au début du confinement et actuellement, donc, au début du confinement, il y avait une réaction de déni pour la majorité, réaction de peur pour certains et d'angoisse intense. Et pour les personnes qui étaient ayant déjà une maladie psychique, il y avait des aggravations de certaines manifestations psychologiques.
Et actuellement, on trouve vraiment une nonchalance par rapport aux mesures préventives, non-respect de certaines règles sanitaires et de moins en moins de précautions, voire même banalisation de la situation et peur de ne pouvoir bénéficier de soins également pour certains patients qui étaient atteints parce qu'ils cherchent, ils ne trouvent pas de lit aussi bien dans le public qu'en privé. Et donc ça accroît les manifestations d'angoisse et d'anxiété. Donc une méta-analyse qui est faite par une équipe de chercheurs au Royaume-Uni en analysant les effets psychologiques de mise en quarantaine. Donc, ces travaux ont été réalisés dans les pays au cours de précédentes épidémies et ils ont montré que les modalités de confinement changeant sa répercussion. Quand la date du fin de confinement est reculée ou indéfinie et le confinement peut avoir un impact psychologiquement délétère, tout ça on l'a dit et on le sait maintenant. Alors que les solutions et les stratégies d'adaptation, bien sûr, il faut respecter, pendant la période, on a toujours dit qu'il faut parler de début et de fin de confinement, c'est important. Parce que quand on ne sait pas où on va, il y a une inquiétude qui s'installe dans la population et l'angoisse devient de plus en plus importante. Il faut communiquer, vraiment, la communication aussi bien d'information et dans l'environnement est extrêmement importante. Apporter des provisions suffisantes, c'est-à-dire donc pour les personnes qui sont isolées, pour qu'ils ne restent pas dans cette situation, il faut essayer de les occuper. Bénéficier, donc à ce moment, il faut qu'ils bénéficient de progrès technologiques ou autres. Inciter à la solidarité et à l'entraide, ça c'est extrêmement important. Se montrer plus tolérant et compréhensif, et on sait très bien qu'il y avait le taux de divorce donc a augmenté pendant la période de confinement. Et pour cela, donc, il y avait mise en place d'une cellule d'écoute pendant cette période. Donc là, vous le savez, donc, il y avait certains numéros dans toutes les régions du Maroc et la mission était d'informer, d'expliquer et de donner une visibilité sur l'ampleur et l'extension de l'infection. Et bien sûr, en plus de ça, calmer et rassurer les citoyens, voire même mettre en place une psychothérapie de soutien et à distance, une prescription médicamenteuse à distance. Et donc, là, bon, cas particulier des professionnels de santé, donc il y avait parmi les professionnels de santé, donc certains qui sont atteints, donc il y avait des manifestations, également une manifestation pour les personnes qui s'occupent des patients Covid. Donc il y avait une étude qui était réalisée qui montre chez ces personnes-là, vraiment l'anxiété, le taux d'anxiété et le taux d'épuisement étaient importants, de burn-out et épuisement professionnel. Et donc, il faut, donc pour ces personnes-là, donc il y avait des séances de psychothérapie qui étaient organisées au profit de personnel soignant, particulièrement donc à l'hôpital de Salé, donc pour encourager, soutenir, maintenir leur motivation, les valoriser. Et donc tout ça, vraiment, donc une sorte de psychothérapie de soutien qui était extrêmement importante donc au profit du personnel soignant de première ligne. Alors sur le plan pharmacologique, les médicaments instaurés dans le cadre du protocole thérapeutique par le ministère de la Santé présentent un profil particulier de par leurs nombreuses interactions médicamenteuses, notamment avec les psychotropes. Et là, donc, vous voyez en vert, en rouge, donc ceux qui sont totalement contre-indiqués. Donc, quand vous voyez un patient, donc, ou les personnes qui prennent en charge les patients Covid pour les mettre sous donc l'érythromycine ou bien l'hydroxychloroquine, c'est important de connaître vraiment quelles sont les molécules, les psychotropes qu'on peut utiliser et les psychotropes qu'on ne peut pas utiliser. Et on voit que, par exemple, certains produits qui sont vraiment largement utilisés comme l'escitalopram, donc, ne doivent pas être utilisés chez les patients qui sont sous chloroquine ou l'érythromycine.
Et ça, c'est un tableau très important à garder sous les yeux. Donc, quand on veut faire une prescription chez un patient déjà sous un traitement, ce traitement, et on veut prescrire pour une dépression ou pour une anxiété, donc le choix de la molécule. Donc, voilà la même chose. Donc, aussi bien pour les psychotropes, les antidépresseurs, les neuroleptiques et les benzodiazépines. Pour les benzodiazépines, il faut utiliser les benzodiazépines à demi-vie courte. Il faut éviter de proscrire, comme j'ai dit tout à l'heure, l'hydroxyzine. Donc, pour conclure, il faut absolument prendre en compte la composante psychologique, donc même en cas d'atteinte organique. Moi, je pense la personne et l'environnement, quand on déclare une personne Covid, il faut savoir vraiment comment annoncer. La prise en charge des personnes Covid doit nécessiter un accompagnement donc psychologique, aussi bien pour la personne atteinte, aussi bien pour l'environnement, aussi bien pour le personnel soignant. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Ouennes, pour votre présentation. C'est vrai que le côté psychologique était très important depuis le début de cette pandémie et les médecins généralistes en particulier en savent beaucoup là-dessus. La déclaration, finalement, comme vous avez dit, professeur Ouennes, déclaration de la maladie, faisait penser à une déclaration de néoplasie pratiquement. Exactement, tellement ça choquait. Oui. Exactement, ça choquait les gens, que ce soit la personne malade ou son entourage, et vice-versa. C'est-à-dire quand quand on annonce la maladie à la personne, c'est l'entourage qui s'affole, et vice-versa, quand il y a une personne qui est malade, elle pense que ça y est, ça sera la fin de la vie, que c'est la grande catastrophe, etc. Et il ne faut pas oublier aussi le médecin soignant. Parce que depuis le début de la pandémie, qui date du mois de mars jusqu'à maintenant, la surcharge qui pèse sur le personnel soignant, le nombre de décès que nous avons constatés au niveau du corps médical et paramédical, c'était important et impressionnant, et ça, il y a de quoi faire sincèrement des études, mais je ne sais pas si ça a été entamé ou pas, mais enfin, le corps médical souffre avec cette pandémie. Si vous permettez, je vais essayer de passer aux questions. Là, il y a une question, s'il vous plaît, les complications neurologiques post-Covid. Je pense que ça a été expliqué. Un rajout, j'ai pas parlé, là vous m'avez donné pas d'autonomie, donc j'étais vraiment dans. Mais oui, il y a des complications neurologiques, bien sûr, ne serait-ce que les neuromyopathies de réanimation, des patients qui ont été hospitalisés en réanimation, les accidents vasculaires cérébro-ischémiques qui gardent de lourdes séquelles neurologiques. Maintenant, dans le post-Covid, par rapport aux troubles mnésiques dont j'ai parlé, est-ce que ça va, et comme vous avez vu les PET que je vous ai montrés, est-ce que ça va donner lieu à des troubles mnésiques sur le long terme? On ne sait pas. On ne sait pas. Est-ce que c'est des troubles mnésiques dus à un déficit attentionnel, dû à la dépression dont a parlé le professeur Ouennes? C'est possible. Donc vraiment, on est dans une situation où on ne peut pas conclure, on ne peut pas se hâter. Il y a un très beau travail de la même équipe qui est en train de pouler tous les PET qui ont été faits au plan cérébral pour voir si justement cette fixation au niveau hippocampique serait véritablement le début d'une vraie maladie neurologique. On n'en sait rien. Merci, professeur Ammar. Alors, il y a une autre question. Pour quand la reprise sportive en post-Covid? C'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Alors, le sport, déjà, quand on est malade, il faut essayer de faire de l'auto-entraînement. Le lever de chaise dont je vous ai parlé, qui est véritablement, ça a été recommandé par la HAS, et le travail que je vous ai montré de l'équipe de Toronto, où on montre en fait avec juste un
couloirs, de faire des allers-retours parce qu'il faut vraiment, vraiment faire travailler aussi bien ses muscles respiratoires que ses quadriceps. Et puis ensuite, après, dans le post-Covid, dès qu'on peut, pas dès qu'on peut. Et on le voit très bien dans les patients. Vous avez parlé du personnel soignant et vraiment un grand hommage au personnel soignant que nous sommes et le personnel soignant médical et paramédical parce qu'un grand nombre de personnes sont touchées. Et c'est vrai que c'est très, très, c'est assez difficile comme période. Oui. Alors, ce qu'il y a, c'est que juste après la COVID-19, malgré le fait que l'on soit abattu au plan physique, cette asthénie dont on a parlé, avec cette hyperactivation mastocytaire peut-être, mais au plan aussi psychique, on se doit de reprendre l'activité le plus vite possible, mais vraiment, par quoi? Par de la marche d'abord. Et la marche en milieu aérobie. C'est de faire des marches au début avec une durée qui sera assez limitée et ça va être une espèce d'entraînement. Et petit à petit, c'est de la kinésithérapie, de la réadaptation que nous devons absolument mettre en place très rapidement. Et je pense en air libre. Oui, en aérobie, tout à fait, c'est en air libre, exactement. Voilà. Surtout pas en aérobie, en milieu aérobie et non pas à domicile. Et c'est très bien pour le mental. Je pense que M. Ouennes est bien placé pour le confirmer. Alors, comment s'en sortir de cette épidémie sur le plan psychologique? En restant positif. En restant positif, en souriant. Le bonheur, ça se crée, je vous assure, et ça se maintient. Et surtout, Inch'Allah, il y a le vaccin. Soyons vraiment, il faut, je pense, avoir beaucoup de recul et surtout s'entourer que d'ondes positives. Monsieur Ouennes, peut-être un complément. Moi, je suis tout à fait d'accord avec le professeur Mammal. Effectivement, ça dépend. Il y a certains facteurs vraiment qui sont importants à prendre en compte. C'est que chez certaines personnes fragiles qui ont déjà des antécédents psychiatriques, là, vraiment, avec ce traumatisme-là, s'ils ne sont pas pris en charge correctement, donc le risque est quand même important. Par contre, chez une personne ayant un passé normal et qui passe par ce moment-là difficile, moi je pense que l'environnement, le soutien psychologique, rester positif, vraiment travailler, essayer vraiment de voir les choses en vert, je vais dire ça comme ça, pas en rose, mais au moins en vert. Donc là, ça va vraiment, il peut s'en sortir. Et surtout là, on commence à voir le bout du tunnel avec le vaccin, donc qui a beaucoup de bénéfices. Mais bon, là, vraiment, moi, je pense qu'il faut garder de l'espoir. Par contre, les personnes, comme je viens de dire, qui ont des antécédents de dépression ou des antécédents d'anxiété, il faut absolument qu'ils soient pris en charge et un accompagnement psychologique. Il y a une thérapie extrêmement intéressante et importante, c'est l'EMDR, qui ne nécessite pas de médicaments, mais c'est une thérapie uniquement par des mouvements oculaires qui est reconnue, donc aux États-Unis, c'est la seule thérapie qui est remboursée en France, donc remboursée par le mutuelle français, c'est que vraiment pas de médicaments, gestes visuels et qui donnent de très bons résultats, même chez les personnes, les militaires qui étaient en front de guerre. Et donc, après le retour, ils bénéficient de cette thérapie qui est extrêmement efficace en 2-3 séances. Et Monsieur Ouennes, si vous permettez, si je peux ajouter, s'il vous plaît, pour les collègues, parce que vous êtes les premiers à vraiment le mieux connaître nos patients. Dès qu'il y a un signe d'alarme, vraiment, enfin, c'est vrai, c'est bien de s'entourer d'ondes positives, mais dès qu'il y a des éléments qui doivent vous alerter, il faut vraiment adresser les patients au psychiatre parce que parfois, on a tendance aussi à être un peu fataliste et se dire que tout va passer et que patience, mais bon, parfois les limites sont différentes selon les personnes et même s'il n'y a pas d'antécédents psychiatriques, s'il y a véritablement des plaintes d'ordre psychologique, il ne faut pas hésiter quand même à avoir un avis,
d'un spécialiste. Je suis d'accord, mais moi je peux rajouter, si vous permettez, que les médecins généralistes sont mieux placés. C'est que les personnes vraiment ont beaucoup de difficultés à aller voir un psychiatre, mais quand ils sont pris par le médecin de famille, par le médecin généraliste, et je sais très bien qu'ils prennent en charge correctement la dépression et l'anxiété, ils sont capables de prendre en charge ces patients avec une psychothérapie de soutien, tout rentrera dans l'ordre. Vraiment, chez les patients qui ont des antécédents et qui ont des comorbidités, là, on pourra vraiment demander un avis psychiatrique, mais avis et retour au psychiatre, au généraliste traitant, parce qu'il sera mieux suivi et moins stigmatisé par rapport qu'il soit vu par un psychiatre et suivi par un psychiatre. Merci beaucoup pour cette réflexion, professeur Wannes. Et j'ajouterai une chose. Devant ces numéros de téléphone que vous avez exposés sur une de vos slides, sur le terrain, personnellement, et les confrères vont certainement m'appuyer là-dessus, c'est que les médecins généralistes, médecins de famille, ont constitué les postes d'écoute. Depuis le début de la pandémie, les patients appellent de jour et de nuit, aussi bien pour des consultations à distance que pour des avis, mais vraiment sur tout, absolument tout. Et donc, il fallait écouter, conseiller, positiver, comme on a dit. C'est une période vraiment qui était vraiment pesante. Et je pèse mes mots. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est bien comme ça que les médecins généralistes également s'impliquent dans cette prise en charge et c'est une obligation donc sociétale. Moi, je pense que même sur le plan là maintenant, au niveau de l'hôpital, au niveau de CHU de Ibn Sina, il y a une équipe de l'hôpital Razi qui est sur place, là maintenant, qui est sur place, donc constituée de psychologues et de résidents de psychiatrie bon, les résidents, ils ne sont pas sur place, mais ils se déplacent quand il y a l'appel. Et que tout ça pour aider les patients qui ont besoin d'une consultation psychiatrique et également donc pour le personnel donc de première ligne. C'est extrêmement important. Et que ces numéros que vous voyez là sur les diapos, c'était à la demande de l'ordre des médecins. Donc, on a donné les listes avec des médecins à tour de rôle au niveau de différentes régions du Maroc et que, comme vous avez dit, pour l'accompagnement, pour l'écoute et pour également téléconsultation, pour la téléconsultation et la prescription d'ordonnances. Merci pour ces précisions, professeur Wannes. Merci, professeur Mohamed. Alors, d'autres questions, si vous permettez. La fibrose pulmonaire est-elle réversible? Je ne pense pas. Je crois que la question s'adresse au professeur Zegmout, s'il est avec nous, s'il est toujours avec nous. Oui. Alors, je pense que c'est à propos de la question sur la fibrose pulmonaire esclaircible. Oui, effectivement. D'accord. D'abord, il y a une première chose, c'est que devant des lésions radiologiques qui persistent après la phase aiguë, il ne faut pas prononcer l'évolution vers la fibrose des lits. Il faut attendre un délai de 3 mois et voir l'apparition des évocatrices de fibrose, éventuellement des lésions de rayons du miel. Parce que comme on a vu dans la majorité des études, la plupart des patients, les lésions radiologiques elles commencent à se nettoyer au fil du temps et avec le temps. Donc, si on rappelle les autres épidémies qu'on avait vues et les viroses qui donc il y a une prolifération de fibroblastes, mais il n'y a pas systématiquement un passage aux fibroses pulmonaires. Je pense qu'il y a là une prédisposition. Et donc, la première chose, c'est qu'au bout de 3 mois, il faut faire un bilan. Fibroscopie bronchique, lavage alvéolaire, recherche des anticorps, parce qu'il peut y avoir des lésions existantes, des pneumopathies interstitielles, et qu'à l'occasion de l'infection Covid,
et les majorations des lésions et qui peuvent faire l'extension de la fibrose. Je pense qu'il n'y a plus beaucoup de questions. Il y a le professeur Ma'ammar qui a un empêchement et qui devrait probablement nous quitter. Donc, on passe. En train de voir, Madame Hidji, Smahli, il y a une question, je crois qu'il m'est adressée. Est-ce qu'il y a des névralgies post-Covid comme celle que l'on a, c'est vraiment des algies post-zoostériennes où vous savez que le virus reste dans les bêta-mères. Donc, non, pas comme les algies post-zoostériennes. Mais cela étant, j'ai vu aussi des formes de douleurs, surtout des membres inférieurs, qui ont été rapportées, mais on ne sait pas si ce sont véritablement des névralgies post-Covid ou si c'est des symptômes qui rentrent dans le syndrome de fatigue chronique de la fibromyalgie. Alors, une question, durée des corticoïdes en post-Covid. D'accord. Durée des anticoagulants en post-Covid. Si on a le diagnostic de fibrose pulmonaire, si on pose le diagnostic de fibrose pulmonaire au bout de 3 mois et qu'on fait un bilan négatif, il n'y a pas d'autres causes qui expliquent que c'est une fibrose pulmonaire, les recommandations des sociétés savantes, c'est de commencer une corticothérapie à la dose de 0,5 à 1 mg par jour pendant 1 mois et de faire une dégression de 10 mg tous les mois. C'est pour des cas de fibrose avérés, diagnostiqués, confirmés en post-Covid. Pour les anticoagulants, donc les données actuelles ne permettent pas de donner la durée précise de traitement. On considère que c'est un événement transitoire. Donc, la durée de 3 mois, peut-être il y aura d'autres études par la suite pour définir avec exactitude la durée des anticoagulants. Alors, je pense que le professeur Ma'ammar a un empêchement, elle devra nous quitter. Et il reste une dernière question pour une personne âgée qui a déjà été Covid+. Est-ce qu'on doit vacciner? Excusez-nous, professeur Ma'ammar, on vous retient pour cette dernière question. Vacciné, qui était déjà Covid. Oui. Oui. Alors, en fait, il y a deux questions que je vais rapidement. Celle-ci que vient d'annoncer Madame Hidji. Alors, quand on fait une infection par la COVID-19, ça ne veut pas forcément dire qu'on est immunisé. Et donc, oui, au contraire, on doit se faire vacciner. Quand on fait une forme polysymptomatique, voire même asymptomatique, peu de chances qu'on ait des anticorps neutralisants, un taux important. Donc, oui, on doit aussi faire vacciner. Et enfin, la deuxième question, c'était la durée des anticoagulants au post-Covid. Comme a montré le docteur Zegmoud, le risque thrombotique est là. Et donc, un patient qui est sous anticoagulant pour une embolie pulmonaire, de toute manière, il va être sous anticoagulant curatif pendant quand même plusieurs mois. Mais un patient qui n'a pas d'accident thrombotique, mais qui avait des signes pulmonaires, une saturation et une oxygénodépendance, les anticorps, c'est pendant 4 voire à 6 semaines d'anticoagulant, même en curatif. Je pense une dernière question. Est-ce que l'évaluation des anticorps post-Covid serait nécessaire avant le vaccin? Excusez-moi, on ne vous a pas entendu. Pardon, est-ce que l'évaluation des anticorps post-Covid serait nécessaire avant le vaccin? Non. Sinon, on ne va pas pouvoir... Non, elle n'est pas nécessaire. Elle n'est pas du tout nécessaire. Et on sait que les personnes âgées sont des personnes très fragiles. Et donc, ce sont la population qui sera la plus prioritaire, si vous voulez, pour se faire vacciner. Donc, il ne me reste qu'à vous remercier nos chers professeurs qui ont bien voulu donner de leur temps, de leur connaissance. Ils ont partagé avec nous les dernières données. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont participé. Et Inch'Allah, à une prochaine occasion.
Et dans de meilleures conditions, espérons, dans de meilleures conditions, Inch'Allah. On espère aussi. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir et merci à MG Maroc. Bravo à votre dynamisme. Tabarakallah alaikum. Au revoir. Et merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.